sommaire, démarrage ce lundi 5 août 2024 de l'opération de dépôt des candidatures à l'élection du bureau définitif du Sénat au niveau de la présidence de la Chambre haute du Parlement. Le sénateur Jean-Michel Samalukonde a exprimé officiellement ses ambitions lors du dépôt de sa candidature. Plus de détails dans cette édition. Et puis, engagé dans l'exportation pétro-gazière en Afrique du Sud, l'entreprise Kinetico Energy cible particulièrement l'exploitation d'un potentiel gazier dans la province de Mpumalanga. Vous suivrez également les détails dans cette édition. Bonsoir Madame, Messieurs, bienvenue dans ce journal. Je l'ai dit au sommaire, élection du bureau définitif du Sénat. L'opération de dépôt de candidature a démarré ce lundi 5 août 2024. Au niveau de la présidence, le sénateur Jean-Michel Samalukonde a exprimé officiellement ses ambitions en déposant sa candidature qui place sous le signe de l'unité et de la cohésion d'action autour du président de la République. Théodore Ngandou pour ce reportage. Un Samalukonde très rassurant qui foule ses pieds au palais du peuple pour officialiser ce qui était hier une simple ambition politique. Le Premier ministre honoraire qui dit bénéficier de la confiance du chef de l'État pour briguer le perchoir du Sénat n'a pas voulu attendre le deuxième jour de l'opération. Après avoir déposé dans les règles de l'art son dossier de candidature auprès de la commission ad hoc mise en place, le sénateur Samalukonde a eu de mots justes pour rendre un vibrant hommage au président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui il n'a cessé de témoigner sa loyauté depuis qu'il était à la tête du gouvernement de la République. Je voudrais en ce moment précis d'abord rendre hommage à son Excellence Monsieur le Président de la République, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, artisan de paix et de démocratie, mais surtout garant des institutions. Et parlant des institutions, nous avons la prestigieuse chambre haute du Parlement, qui est le Sénat, et qui arrive à un moment précis, ce début de législature, où un calendrier a été affiché pour la mise en place du bureau définitif de cette chambre. Et c'est dans ce cadre que je suis venu effectivement déposer ma candidature. Jean-Michel Samalukonde dit par ailleurs placer sa candidature en tant qu'indépendant sous le signe de la cohésion et de l'unité au sein du Sénat pour la consolidation de l'accompagnement de l'action du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Candidature qui s'inscrit bien sûr dans l'accompagnement de la vision de son Excellence Monsieur le Président de la République, mais surtout la consolidation des acquis, comme il l'a mentionné. Et je voudrais préciser que c'est au poste de président de cette chambre que j'ai déposé ma candidature et rappeler que notre règlement d'ordre intérieur du Sénat, moi en tant que sénateur je suis astreint à le respecter, demande à ce que ceux qui veulent aspirer à des fonctions au bureau, la chambre doit faire preuve de plusieurs qualités, de probité morale, d'expérience. Et je pense que dans le cadre de cette expérience, j'ai apporté à cette chambre, en tant qu'ancien parlementaire, et puis ayant eu l'occasion aussi d'avoir la gestion des questions publiques. Signalons par ailleurs qu'à la lumière du calendrier rendu public par le bureau provisoire, l'opération de dépôt de candidature sera bouclée ce mardi 6 août. La campagne électorale interviendra quant à elle le vendredi 9 août et le samedi 10 août sera consacré au scrutin. Et puis vous le savez, la République démocratique du Congo commémore tous les 2 août la journée nationale du génocide congolais pour les gains économiques Génocost. Une journée qui rappelle à l'opinion nationale et internationale que la RDC a été pendant 3 décennies le théâtre des conflits armés orchestrés par certains États et puissances multinationales dans la partie orientale pour promouvoir l'exploitation illégale des minerais. Pour illustrer le Génocost, le sculpteur Claudie Kahn a réalisé une œuvre magnifique que je vais vous laisser découvrir dans cet élément proposé par Maryse Blely. Dans le milieu de la peinture, Claudie Kahn a fait son nom. Talentueux artiste peintre de nationalité congolaise, l'artiste a rendu hommage aux 12 millions de morts à travers son œuvre Génocost.
Comme l'image le montre, il s'agit d'un bras tenant le diamant pour symboliser la course aux minerais. Autour de ce bras sont plaqués les crânes des personnes victimes de cette course effrénée à l'exploitation illégale des ressources naturelles. Cette sculpture est le symbole de Génocoste. Le 2 août dernier, le pays a commémoré la disparition des Congolais de suite aux conflits armés dans la partie orientale. Et c'est la première ministre Judith Suminwa qui avait lancé les activités de cette journée à Kisangani, capitale de la province de Lachopo. La cérémonie a eu lieu au cimetière érigé dans la commune de Makiso à Kisangani, où 8 membres d'une même famille ont été enterrés dans une fosse commune. Une centaine des jeunes de la Force du Progrès sont jugés en flagrance pour avoir tenté de s'attaquer à la résidence de l'ex-chef de l'État, à Joseph Kabila. Cette situation est venue rappeler la violence qui caractérise certaines organisations et ligues de jeunes des partis politiques en RDC. Domomat nous en dit plus. À Kinshasa, l'insécurité urbaine est alimentée par des jeunes délinquants appelés Kuluna. Mais ces derniers ne sont pas les seuls à menacer la quiétude des Kinois. Les jeunes qui ne sont pas forcément des Kuluna, bien que certains puissent en faire partie, membres des ligues de jeunes pour des partis politiques, représentent eux aussi une véritable menace. Ils sont souvent à l'origine des violences dans la ville, particulièrement durant les périodes de tensions politiques. L'histoire est parsemée de nombreux exemples de violences orchestrées par ces jeunes. La dernière en date remonte au mois de juillet dernier, lorsqu'une centaine de jeunes identifiés comme appartenant à la Force du Progrès, une organisation identifiée comme proche du parti au pouvoir, s'en sont pris à la résidence d'un particulier avant de tenter de déverser leur colère sur la résidence de l'ex-chef de l'État, Joseph Kabila. Plus de 130 d'entre eux ont été arrêtés dans 2 parcelles voisines transformées en résidences, bases et cachots en une seule nuit au cours d'une opération de la police dans la commune d'Engaliema. Peu avant, les jeunes de la même organisation, à la suite d'une crise interne, s'étaient également illustrés par des violences en brûlant des pneus et en barricadant les routes. Ils ne sont pas les seuls à exceller dans l'art de la violence. On se souviendra que lors des moments de forte tension, il y a quelques années, la violence est souvent organisée, voire entretenue par des jeunes des partis politiques, tant du pouvoir que de l'opposition, particulièrement en période électorale. Ces jeunes se recrutent parmi les sportifs, les agents travaillant dans des sociétés de sécurité et même parmi le Kuluna. Certains en sont arrivés à en faire une profession, celle qui crée et développe leurs propres opportunités économiques. L'exercice de ces métiers donne naissance à un véritable réseau professionnel qui a érigé la violence en mode de règlement des conflits. Ces jeunes sont alors utilisés pour violenter ou simplement dissuader les adversaires politiques. Selon une rumeur qui court dans les rues, certains de ces jeunes seraient même payés, au même titre que les fonctionnaires de l'État, par les partis qui les entretiennent. Rendons-nous dans la province de l'Ituri où l'armée congolaise a déclaré qu'elle comptait poursuivre les opérations de traque pour détruire la milice Zaïre. Selon le porte-parole militaire, le lieutenant Jules Ngongo, ce groupe terroriste allié au M23 a violé les actes d'engagement signés avec les autres groupes armés devant l'ancien vice-premier ministre en charge de la défense et des anciens combattants. Jojo Moulamba pour cet élément. Face aux attaques de la milice Zaïre, l'armée loyaliste en Ituri annonce des opérations pour la destruction de cette milice qui reste accrochée aux crimes de guerre et crimes contre l'humanité. La milice Zaïre a violé l'acte d'engagement signé avec les groupes armés et le gouvernement congolais, représenté par l'ancien vice-premier ministre, ministre de la Défense et des anciens combattants Jean-Pierre Bemba Gombo. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il en coûte, les forces armées de la République démocratique du Congo, sous le commandement du lieutenant-général Luboyan Kashamadjoni, nous sommes déterminés, résolument décidés pour poursuivre tous ces criminels, de le mettre hors d'état de nuire et de mener les offensives de manière brutale. Nous allons les détruire dans leur aventure avec le M23. Ça ne passera pas ici en Ituri. Selon des sources sécuritaires, les miliciens de Zaïre ont abattu froidement le 8 juillet dernier un caporal Kassiri Kanzale, élément du 3101 régiment, et son arme a été emportée par ces miliciens. Les forces régulières ont récupéré l'arme à la suite d'une dénonciation de la population iturienne.
Après l'investiture du gouvernement provincial de Kinshasa le samedi 4 août 2024 devant les députés provinciaux en session extraordinaire et la présentation du programme quinquennal du gouverneur de la ville province de Kinshasa, Daniel Bumba, la population quinoise s'est exprimée sur leurs attentes vis-à-vis du nouveau gouvernement provincial installé. Selon cette dernière, le changement de mentalité du quinois est l'élément important pour faire développer la capitale de la République démocratique du Congo. Suivez le commentaire de Maryse Boleli. Va me rejoindre pour que je puisse lui remettre officiellement. Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba, a présenté ce samedi 4 août 2024 devant les députés provinciaux réunis en session ordinaire le programme quinquennal de son gouvernement, chiffré à plus de 10 milliards de dollars américains et réparti en 5 axes. Parmi les points prioritaires de ce programme, il y a notamment la sécurité, la salubrité et modernité qui, selon le gouverneur, ont un caractère urgent, d'où la mobilisation de ressources. Parmi les mesures urgentes, la construction de logements sociaux, construction de routes secondaires, l'augmentation de patrouilles dans la ville et du nombre de sous-commissariats dans deux coins le plus chauds de la capitale et le renforcement de l'éclairage public. La population quinoise s'est exprimée suite à l'investiture du nouveau gouverneur Daniel Bumba. Pour les uns, donner une chance au gouverneur serait une bonne chose. On peut lui donner une chance, c'est comme on l'a donné l'autre fois à notre ancien gouverneur, c'est pas grave, mais le problème majeur, c'est nous, la population. Et on doit mettre des mesures, des sanctions peut-être, qui pourra nous aider à avoir peur peut-être de jeter des immondices et tout. Pour les autres, pour que Kin la bête d'autrefois revienne, il faut d'abord un changement de mentalité. Ce qui concerne la saleté dans notre ville, c'est pas son problème en fait. Le problème c'est à nous, les Quinois. Parce que c'est nous qui habitons l'environnement en fait. Le gouverneur ne doit pas quitter chez lui pour venir ramasser des saletés, non. Ça dépend de nous, de notre conscience. Quand tu regardes dans un endroit où on a écrit « tu ne peux pas jeter la saleté ici », toi tu jettes donc. C'est la mentalité des Congolais qui doit changer pour rendre notre ville propre en fait. Pour la population quinoise, le vrai problème c'est d'abord de changer les mentalités de Quinois dans tous les domaines, en commençant par la salubrité, afin de changer la capitale de la République démocratique du Congo. Une intervenante dans ce journal, il s'agit de Patience Lokeke avec qui nous allons discuter du programme du gouvernement Bumba. Bonsoir à vous Patience Lokeke. Bonsoir Damani, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Alors, l'Assemblée provinciale a investi le gouvernement Bumba le samedi dernier. Alors, que peut-on retenir de ce programme ? Oui, Damani, comme vous le savez, déjà le samedi, le gouvernement Bumba a été investi par l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Et bien avant cela, le gouverneur Daniel Bumba avait présenté le programme de son gouvernement, le programme quinquennal. Et ce programme est chiffré à près de 11 milliards de dollars et ce programme est réparti en 5 axes, notamment état des lieux de la ville, orientation stratégique, axes de gouvernance, cadre macroéconomique et financement, mécanisme de mise en œuvre et suivi et évaluation. En ce qui concerne l'état des lieux de la ville, le gouverneur a relevé quelques problématiques, notamment l'emploi de jeunes. Il a dit au moins 85% de jeunes sont au chômage. Okay. Il a aussi relevé le pouvoir d'achat, la sécurité, l'environnement et consorts. Voilà, vous venez là de citer les cinq axes du programme de Daniel Bumba. Alors, croyez-vous que ce gouvernement sera à la hauteur des attentes de la population ? Oui, de manière, moi je pense qu'avec ce programme qui est ambitieux, je pense que le gouvernement provincial pourra être à mesure de répondre aux attentes de la population, mais également la population aussi doit s'y mettre. C'est-à-dire que la population aussi doit prendre conscience, doit se conscientiser, changer la mentalité au fait. Voilà, vous voyez qu'à Kinshasa, les gens jettent les ordures partout, les gens jettent les bouteilles partout. Mais c'est seulement si chacun de nous, devant ta parcelle, dans ton quartier, sur ton avenue, tu prends conscience que non, on ne peut pas jeter ça ici, on doit mettre de l'ordre dans la propriété partout dans la vie. C'est alors que je pense que le gouvernorat pourra réussir.
Alors, nous avons compris que la population a une part de responsabilité aussi pour accompagner ce nouveau gouvernement provincial dans son action. Alors, selon vous, en observant la ville de Kinshasa, quel est justement cet axe que le gouvernement Bumba devrait attaquer? Lui-même, il a dit, lors de son discours, il a dit, parmi les axes prioritaires, il y a notamment la salubrité. Comme je viens de le dire, il y a l'insécurité avec le phénomène Kuluna, il y a aussi la mobilité par rapport au déplacement de la population de transport. Parce que à Kinshasa, nous assistons bel et bien tout le jour à un problème d'embouteillage. Et cela est dû beaucoup plus par rapport, je peux dire, à la manque de courtoisie routière. En fait, il y a les chauffeurs ne maîtrisent pas forcément le code de la route, mais ils ne respectent pas carrément. Et il a promis de mettre de l'ordre par rapport à ça, voilà. Et puis par rapport à la salubrité, il a aussi il a aussi pas mal de projets par rapport à ça, notamment la mise en place partout dans la ville, le poubelle publique et consorts. Mais c'est là avec le concours de la population, bien sûr. Voilà, Patience Lokeke, vous avez évoqué tout à l'heure 11 milliards dont justement le budget du gouvernement Bumba s'élève à 11 milliards de dollars. Alors, vous pensez que ce budget serait vraiment à la hauteur pour justement couvrir ce programme du gouverneur Bumba? Oui, je pense que ça sera à la hauteur parce que 11 milliards déjà c'est beaucoup pour une ville comme Kinshasa, c'est beaucoup. Bien sûr que, bien évidemment, c'est réparti chaque année. En fait, il y a 2 milliards pour chaque année. En 5 ans, oui. En 5 ans déjà. Je pense qu'avec cet argent, on pourrait déjà... Il y a beaucoup de ressources dans la ville. On peut prendre la Dejarka est là, il y a beaucoup de ressources. Mais si vraiment le gouvernement met la volonté, je pense que ça sera possible. Voilà, merci à vous, Patience Lokeke, pour cette intervention. Je pense que ce n'est pas la dernière fois. Merci, Damani. Poursuivons avec l'actualité. La République démocratique du Congo perd chaque année autour de 500 000 hectares de forêt, une tendance susceptible d'accélérer la vulnérabilité du pays face aux phénomènes climatiques extrêmes. La perte des superficies des forêts est néanmoins contrebalancée par le projet présidentiel de restauration de la flore dont le bilan est de 700 000 hectares de forêt restaurés en 5 ans à travers plusieurs provinces entre déforestation et reboisement. Le rapport reste déséquilibré, a dit Géopolis Télévision Paul Djali, chef de la division de reboisement au ministère de l'Environnement. Il est au micro de Patrick Ilunga et de Giscard Tamba. Nous avons augmenté nos superficies, c'est-à-dire nous avons ajouté à ce que nous avons. Sur le plan d'écosystème, nous avons récupéré, nous avons restauré au moins 730 000 hectares avec ce que nous avons quantifié. Nous comptons obtenir un équilibre entre la déforestation et la reforestation. Mais cet équilibre-là, d'autant plus que les besoins sont énormes, c'est chaque jour qu'il y a, même si on observe sur la route ici, les camions de charbon de bois qui viennent, c'est en fonction des besoins de la population. Et l'effort du gouvernement, c'est-à-dire de restaurer, sinon, si ce processus n'est pas, il n'y a pas une contrepartie de la restauration, nous risquons de perdre continuellement parce que les besoins sont toujours là. Et nous espérons, avec l'effort du gouvernement et toutes les autorités, que les superficies de restauration vont de plus en plus augmenter pour que cet équilibre-là puisse revenir. Sinon, il y a des équilibres, à ce stade, il y a encore des équilibres. Entre la déforestation et la reforestation, il y a encore des équilibres. Et puis, assis à même le sol, pour la plupart d'entre eux, un marteau à la main, quelques frappes sur une pierre, c'est la routine des dizaines de travailleurs artisanaux qui se retrouvent chaque jour à la carrière de Nganga, située dans la commune de Nganza, dans la ville de Kiananga. Suivez alors ce reportage de Francine Moukeba et de Giscard Tamba. Les travailleurs artisanaux à la carrière de Nganza ne vendent que les petites pierres communément appelées kayas qu'ils obtiennent en cassant de grosses pierres appelées moellons.
Ces casseurs de pierre se battent pour répondre aux besoins quotidiens. Nous sommes dans la carrière de Nganza, dans la commune du même nom, où les reporters de Géopolis Télévision ont rencontré un garçon de moins de 14 ans. Les jeunes hommes n'a que ces métiers comme gagne-pain, ils doivent faire avec, bien que peu rentable. Ce travail n'est pas rentable. Je me donne à la tâche pendant toute la journée. Un seau se vend à 200 francs congolais. Il m'arrive de casser jusqu'à 30 seaux pour espérer gagner 6 000 francs. Mais au moment de me faire payer, je dois encore courir derrière les gérants qui me disent parfois qu'il n'y a pas d'argent. Malgré la chaleur et la pénibilité de ce travail, Boijan garde toujours la bonne humeur. Mais son métier n'est pas sans risque, les accidents sont fréquents. Il nous arrive de nous blesser gravement en cassant les pierres. C'est très risqué comme métier, surtout lorsque vous n'avez pas d'argent pour vous faire soigner. Des gens se blessent, ceux qui n'ont pas d'argent voient leurs plaies s'infecter et finissent avec des doigts amputés. Nous demandons au gouvernement central de nous offrir des outils adéquats pour notre travail. À la recherche du gain quotidien, des jeunes enfants ont pris goût à l'argent. Ils dessertent en même temps les bancs de l'école alors que l'enseignement de base a été rendu gratuit en République démocratique du Congo. À Kananga et ailleurs, ils sont plusieurs ceux qui suggèrent l'intervention de pouvoirs publics pour la réinsertion des enfants dans la vie scolaire. Et puis en sport, le boxeur congolais Martin Bakolé a remporté une victoire impressionnante en mettant KO Jared Anderson lors de la rencontre très attendue. Ce triomphe marque une étape importante dans la carrière de Bakolé, consolidant sa réputation sur la scène internationale de la boxe. Blaise Kouzola nous en dit plus. L'actualité, c'est aussi au-delà de frontières de la République démocratique du Congo. Faisons place à la page internationale. Je l'avais dit au sommaire, engagé dans l'exploration pétro-gazière en Afrique du Sud, Kinetico Energy cible particulièrement l'exploitation d'un potentiel gazier dans la province de Mpumalanga, un projet pour lequel elle a mobilisé un investissement il y a quelques semaines. Blaise Kouzola au commentaire. Informations rapportées font état du lancement par la société Kinetico Energy de préparatifs pour la mise en œuvre de son projet de prospection gazière dans la province de Mpumalanga en Afrique du Sud. Ces activités comprennent d'une part la sélection et la préparation des emplacements où des puits d'exploration seront forés. Elles incluent également la surveillance des niveaux d'eau dans la région pour s'assurer que les activités de forage n'affectent pas les ressources en eau locales. La compagnie prévoit l'exécution de ces travaux pendant tout le mois de septembre avec pour objectif d'optimiser l'extraction de ressources identifiées dans cette zone d'intérêt où le potentiel gazier est estimé à environ 6 TCF. Pour rappel, Kinetico Energy a levé en juin un financement de 2,2 millions de dollars. Ces fonds serviront au forage au troisième trimestre de cette année des 5 puits d'exploration dans le bloc 271 et 270 de Mpumalanga. Et puis, plus de 100 pays dont la Chine, l'Inde, le Brésil et l'Afrique du Sud veulent intégrer le cercle des pays à revenus élevés, mais leurs ambitions se heurtent à moult obstacles. C'est ce que renseigne le rapport sur le développement dans le monde 2024 de la Banque mondiale qui met en avant le piège du revenu intermédiaire. Suivez ce reportage de nos confrères d'Africa News. L'Inde, le Brésil. Plus de 100 pays dont la Chine, l'Inde, le Brésil et l'Afrique du Sud veulent intégrer le cercle des pays à revenus élevés.
mais leur ambition se heurte à moult obstacles. C'est ce que le rapport sur le développement dans le monde 2024 de la Banque mondiale met en avant. Les perspectives pour ces pays à revenus intermédiaires ne sont pas prometteuses. Au cours des 30 dernières années, seules 34 économies à revenus intermédiaires ont réussi à passer du statut de pays à revenus intermédiaires à celui des pays à revenus élevés. Les autres sont coincés dans le piège du revenu intermédiaire. Fin 2023, 108 pays ont été classés dans la catégorie des pays à revenus intermédiaires, mais ils doivent désormais livrer bataille afin d'entrer de plein pied dans le cercle des pays à revenus élevés. Pour qu'un pays passe du statut de pays à revenus intermédiaires à celui de pays à revenus élevés, il doit mettre en œuvre une stratégie de 3 I. La première consiste à développer l'investissement à l'aide du 1I, ce qui est très important, mais lorsque les gains tirés de cet investissement commencent à s'amenuiser, l'économie doit passer à l'infusion, c'est-à-dire obtenir des idées du reste du monde et les diffuser dans les économies locales. Enfin, à un moment donné, lorsqu'elles sont prêtes et qu'on maîtrise l'infusion, on innove et on devient des leaders et des producteurs mondiaux. 6 milliards de personnes vivent dans des pays à revenus intermédiaires, soit 75% de la population mondiale. Madame, Messieurs, l'actualité se poursuit dans ce journal et c'est avec la lecture des différents journaux qui ont paru ce matin dans la ville de Kinshasa. Place à la revue de presse. Bonsoir Madame, Monsieur, bienvenue dans cette revue de presse. Au sommaire de journaux parus dans la ville de Kinshasa, les cessez-le-feu signés à Luanda entre Kigali et Kinshasa a fait l'objet de nombreux articles ce lundi 5 août 2024. Les débats concernent également le génocide congolais, le procès de membres de la Force du Progrès et l'affaire Foner BGF IBank et IGF. Selon la référence Plus, dès le lendemain de l'accord, l'Alliance Fleuve Congo AFC M23, soutenue par le Rwanda, a annoncé qu'elle ne se sentait pas liée par les conclusions de réunions auxquelles elle n'a pas été invitée. Plusieurs cessez-le-feu ont échoué à être respectés au-delà de quelques semaines. À la veille de son entrée en vigueur, le rebelle M23 AFC ont pris le contrôle de Nyamilima au nord Kivu, facilitant l'accès à Ishasha, une importante ville frontière entre la RDC et l'Ouganda. De quoi emmener Géopolis et Hebdo à s'interroger. Le cessez-le-feu est-il mort-né? Forum des As annonce les lancements par le gouvernement de la campagne Tout pour la patrie. Le ministre de la Communication, Patrick Mouyaya, a présenté la campagne depuis Kisangani, appelant à la mobilisation de Congolais derrière leurs forces de défense. Congo Nouveau souligne l'absence de Jean-Pierre Bemba lors de la commémoration de génocide à Kisangani. Selon l'opinion publique, Bemba aurait évité la ville, prétextant de ne pas y être le bienvenu. Olivier Kamitatou, ancien colistier devenu membre du précaré de Moïse Katumbi, a ironisé sur cette absence, tandis que Maître Papi Mbaki, cadre du parti Ensemble pour la République, a critiqué Bemba en le qualifiant de moralement responsable des crimes de Kisangani. Bien que l'Ouganda en soit civilement responsable selon la Cour internationale de justice. Dans un article intitulé « Procès contre le membre de la Force du Progrès », l'avocat de la défense adresse un drôle de message à un galonné après accomplissement de sa mission. Africa News rapporte que Joël Kitenge, avocat de l'IDPS, a menacé le commissaire divisionnaire adjoint Kilimba Limba dans une vidéo, ce qui a suscité une vague de critiques. Les menaces sont considérées comme une violation des obligations déontologiques des avocats et ont provoqué un tollé parmi les politiciens et au sein même de l'IDPS et ailleurs, avec les réactions fermes de Claudel, André Loubaya et Florie Mapamboli. Concernant l'affaire Foner BGF IBank, EcoNews clarifie que le protocole d'accord concerne un mandat d'arrêt à BGFI pour rechercher de fonds à l'international car le banque local ne peut pas réunir la somme nécessaire et les taux d'intérêt en République démocratique du Congo sont élevés. Il s'agit d'une recherche de financement avant les négociations et non un emprunt immédiat. Géopolis Hebdo ajoute que le protocole d'accord entre Foner et la banque implique des éléments de questionnement pour l'IGF comme l'état déplorable du réseau routier congolais avec 154 000 km de route en mauvais état. Le coût d'entretien sont élevés par rapport au budget annuel du Foner. Le protocole est donc vu comme une ligne de crédit pour améliorer les réseaux routiers et par conséquent l'économie et les conditions de vie en RDC
décaissés, l'UBA garantira cette empreinte étant donné que les recettes du FONER sont déposées dans cette banque. Pendant, malgré ces avancées, des accusations de détournement et des calomnies circulent, ce qui soulève des interrogations sur la gestion des dossiers de l'État. Le temps est venu, conclut l'écrit hebdomadaire, de gérer les dossiers de l'État dans le cercle de compétences et d'éviter d'exposer des dossiers techniques en leur conférant une dimension inutilement politique. Fin de cette revue de presse. Au revoir. Voilà, c'est avec cette revue de presse rendue par Maryse Bolelli que nous mettons fin à ce journal. Mais d'abord, je vous rappelle les différents titres. Démarrage ce lundi 5 août 2024 de l'opération de dépôt des candidatures à l'élection du bureau définitif du Sénat au niveau de la présidence de la Chambre haute du Parlement. Le sénateur Jean-Michel Samaloukonde a exprimé officiellement ses ambitions lors du dépôt de sa candidature. Vous avez suivi les détails dans cette édition. Et puis à l'international, engagé dans l'exploration pétrogazière en Afrique du Sud, l'entreprise Kinetico Energy cible particulièrement à l'exploitation d'un potentiel gazier dans la province de Mpumalanga. Voilà, ce journal est complètement terminé. Madame, Messieurs, merci de votre aimable attention. Bonne suite de programme sur votre chaîne Géopolis Télévision. Au revoir.